Voilà. Eh bien, on s'aperçoit que il y a à peu près la moitié des embryons, parmi ces 176 000 qui sont congelés dans les sécos, et il y a à peu près la moitié des embryons qui font encore l'objet d'un projet parental, et pour l'autre moitié, on ne sait pas. Il est abandonné dans 21% des cas, et on est sans nouvelles du couple, ou alors il y a un désaccord dans un quart des situations. En jaune, ce sont des données de 2004, donc un peu plus anciennes, où on voyait qu'à peu près 9 000 embryons étaient donnés à un autre couple et 6 000 étaient donnés à la recherche. En fait, chaque année, normalement, les parents reçoivent une lettre qui leur demande « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» quand on arrive à retrouver les parents. Parce que c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément envie de répondre, ils ne font pas forcément tout suivre, parfois ils ont déménagé, etc. Ils reçoivent une lettre et là, ils doivent répondre sur ce qu'ils en font. Soit j'ai encore un projet, nous avons encore un projet, soit nous les donnons à la recherche, soit nous les donnons pour qu'un couple les accueille, soit vous pouvez arrêter la congélation. Le don d'embryon, assez marginal, hein, et d'ailleurs assez controversé. Le don d'embryon, c'est quand un couple ne donne pas ses gamètes, on n'a pas, ni l'un ni l'autre sans doute, ou en tout cas ils ne fonctionnent pas, et voilà, ça a donné que 10 naissances. Un petit mot du diagnostic pré-implantatoire que j'évoquais tout à l'heure, pour juste dire, je passe un petit peu, qu'il n'y a eu que 46 naissances et quand même 29 embryons par naissance. Et ce bébé médicament qui avait été, entre guillemets, légalisé en 2004, pour l'instant, il n'y a pas eu de naissance en France, à notre connaissance. En Espagne, il y en a une. Voilà, ça, le bébé médicament, c'est un diagnostic préimplantatoire, mais la sélection est faite pour la compatibilité avec un frère ou une sœur aînée, porteur d'une anomalie génétique, et pour lequel on veut pouvoir prélever ensuite de quoi peut-être sauver le frère ou la sœur aînée. Couple et équipe médicale pour les 10 dernières minutes. C'est d'abord une histoire, je dirais, ambivalente, et je m'explique. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour la naissance de Louise Brown en Angleterre, on connaît son nom de famille parce que c'est pas anonyme, et en France d'Amandine, avec Testard et Friedman comme père, entre guillemets. C'est très révélateur. Hein. Friedman ne rate pas un anniversaire d'Amandine. Au départ, pour les essais cliniques, nous avons appris que les médecins qui faisaient leur expérimentation prenaient leurs semences, les ovocytes qu'ils avaient prélevés chez des femmes auxquelles ils avaient fait illégalement à l'époque des ligatures de trompe. Donc la culture de la recherche est aussi une culture, je dirais avec beaucoup de guillemets, sans jugement moral sur l'intention des personnes à ce moment-là, mais en tout cas une culture de la transgression. Et il faut le dire, nous avons commencé, notre société, par créer des embryons pour la recherche. Ça a commencé comme ça. Puis ensuite, on a évidemment abouti à la naissance des premiers enfants. Et voilà, c'est important de savoir aussi, j'en discutais encore hier avec un médecin qui s'occupe d'AMP, qui a un stand d'AMP, et qui disait, mais c'était complètement fou à l'époque, on faisait n'importe quoi. Hein. Et de m'expliquer aussi, et je crois que c'est important qu'on le sache nous, c'est que la plupart des grands pontes d'AMP sont des donneurs de gamètes. Là, c'est un scoop ce que je vous dis. Parce que ça veut dire que quand ils ont face à eux des personnes qui leur disent oui, mais don anonyme, pas anonyme, etc., mais à la limite, c'est en tant que père biologique que les personnes se sentent visées en disant mais au secours, j'ai pas envie moi qu'on me demande des comptes de ma paternité biologique, puisque ils l'ont fait parce que c'était naturel, ça permettait d'alimenter bien sûr le travail qu'ils considéraient comme d'intérêt public, d'utilité publique, de sauver l'humanité de l'infertilité. Et donc ils ne sont pas seulement des praticiens, c'est aussi des personnes qui sont fortement investies dans ce métier. Ensuite, et il faut reconnaître que l'AMP, qui était complètement débridé, ni légal ni illégal, qui se faisait n'importe comment, comme d'ailleurs une partie de la recherche scientifique, pour ceux qui nous ont témoigné que tiens, t'as pas des trucs, tu me les donnerais pas en échange, etc. Autrefois, tout ça se faisait un peu la bonne franquette. Ça s'est énormément régulé. Et la France est une société qui régule, donc ça s'est terriblement régulé par les sécos, etc. Et les pratiques se sont mis progressivement voilà, les pionniers sont un petit peu rentrés dans le rang, même si ce qui se passe dans le secret des laboratoires, on n'en sait pas trop rien. J'ai entendu dire que des dons d'embryons, ça pouvait se faire sans forcément que ça passe par les arcanes de ce qui est légal. Voilà. Il y a aussi, on se rend bien compte, un emballement du désir et de la technique, c'est-à-dire que il y a vraiment cette espèce de sentiment que nous connaissons bien, nous, que quand quand j'ai un désir et que ce désir, quelqu'un peut l'assouvir, eh bien, il est beaucoup plus facile de faire enfler ce désir plutôt que de le frustrer et de peut-être passer par autre chose. Voilà. Et la relation soignant-soigné dans ce domaine est assez originale. Hein. On me disait, par exemple, encore hier,
parce que j'ai révisé pour vous, lorsque j'ai des parents et qu'un bébé naît, je fais attention de leur sourire, mais de ne pas les embrasser, car ils me regardent avec une telle reconnaissance, ils me déifient tellement que je me dis, me confier à la personne, il faut rester une certaine distance. Hein. Je ne suis pas sûr que tous prennent la même distance. Hein. Et quand j'ai vu, par exemple, ce que le professeur Friedman écrit dans son livre « Lettre à une femme », je ressens la même excitation qu'hier, le besoin toujours de tenir tête au destin, observer un embryon d'un dixième de millimètre, prélever une cellule, y repérer une drôle de couleur, l'annonce d'un enfant figé, déformé et souffrant. Ce n'est rien d'autre que lire l'avenir et regarder en face le handicap de celui qui n'est même pas encore né. Faudrait-il laisser courir la maladie incurable qui le fauchera, cette fatalité que je me suis promis de toujours combattre? Pouvoir effacer cette image, c'est comme dire « lève-toi et marche ». C'est aller, c'est vrai, au-delà du champ de la médecine, c'est changer pour lui ses amours, son métier, ses voyages, c'est croire en l'homme et en sa force, mais je me laisse aller à vous parler de moi, de mon orgueil, de ce qui me préoccupe et ne vous concerne pas. Voilà. Fin de citation. Il est très sympa, Friedman. J'ai une amie qui a accouché d'un enfant de 5 kilos dans ses bras, si j'ose dire, très sympa. Et vous voyez là la dérive prométhéenne, qui est tout à fait explicite. Il dit aussi, je manipule le désir. Et en même temps, il dit, le désir des couples ne me regarde pas, très ambivalent. Mais là, il y a quelque chose de très très fort qui se joue, bien sûr, entre le grand désir des uns et le grand désir des autres. Hein. Je passe sur cela qui n'est pas forcément le plus intéressant, des systèmes, des professionnels qui sont agréés, les sécos, des protocoles de plus en plus sérieux. Par exemple, de plus en plus, il y a des psychologues qui discutent avec les parents. Enfin, il y a une prise en compte de tout cela. Peut-être, je citerai simplement un petit extrait de ce qu'on voit dans le site de l'Agence de biomédecine, si je le retrouve. Et la vie de couple. Voilà ce qui est dit dans le site du centre de l'Agence de biomédecine sur l'assistance médicale à la procréation. Les femmes étant au cœur de la démarche, elles peuvent ressentir une certaine solitude. Les hommes, quant à eux, ont parfois tendance à se sentir un peu à l'écart. Le stress et l'angoisse sont, dans certains cas, source de tension au sein du couple. Le dialogue, l'amour et la tendresse vous permettront de surmonter cette épreuve, etc., etc. Cela dit, vous n'éviterez pas, sans doute, le sentiment de faire un bébé à l'hôpital et de passer à côté de l'amour et de la tendresse associés à cet acte. Par exemple, lors d'une ponction d'ovocytes pour une fécondation in vitro, tandis que la femme est emmenée au bloc, l'homme part au laboratoire pour le prélèvement de sperme. C'est assez loin de l'idée romantique qu'on s'en fait. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile de se sentir un couple dans ces conditions. Gardez confiance en vous deux. Voilà. Je pense que c'est vraiment une litote, tout ce qui est dit là. C'est-à-dire que c'est le fruit de l'expérience d'une grande souffrance des couples par rapport à leur désir naturel de procréer dans leur relation, dans leur union conjugale. Et qu'il faut avoir conscience qu'au fond, les centres d'AMP ont conscience de ça et tentent, tant bien que mal, hein, avec peut-être des rustines, mais de soutenir et d'éviter peut-être certaines dérives, notamment les fractures conjugales qui sont assez fréquentes. Hein. D'ailleurs, c'est le cas je le dis entre nous, d'Amandine, des parents d'Amandine et des parents de Louise Braun, hein, qui sont comme des bébés du miracle, entre guillemets, mais c'est comme pas tout à fait anodin de le savoir sans leur jeter la pierre. Hein. Voilà. Vous le savez aussi, je pense, ce que vivent les couples lorsqu'ils découvrent leur infertilité est terrible, terrible. On reçoit énormément de témoignages, c'est vraiment des témoignages de grande souffrance. Hein. C'est comme si on m'avait annoncé que j'avais le sida, vilain, c'est une humiliation. Enfin, et ça n'a rien changé aujourd'hui. Et peut-être même encore, les possibilités techniques qui sont offertes aggravent l'impatience et la douleur en plus de l'échec qui est quand même plus fréquent que le succès en matière d'assistance médicale à la procréation. Donc il y a vraiment là une grande douleur, une grande blessure qui explique sans doute beaucoup de l'anesthésie des consciences. Hein. Quand je souffre, ma conscience est anesthésiée, très vite. Hein, je l'ai remarqué, vous l'avez sans doute remarqué. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas la reconquérir. Et ça explique sans doute pourquoi on ferme si vite les yeux, et nous-mêmes on a tendance peut-être à fermer les yeux face à certains scandales, parce qu'ils souffrent tellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Et si on le leur dit, est-ce qu'on ne va pas manquer de respect? Les deux techniques, eh bien, passent par je l'ai évoqué, par des situations difficiles pour les. Je me souviens d'une femme qui nous disait, j'en ai assez, je suis désolé, je vous dis ça un peu cru, mais j'en ai assez d'écarter les jambes devant le médecin. J'ai honte d'être pudique. Voilà. J'ai honte d'être pudique. Et vous avez le droit d'être pudique. Vous avez le droit. Et c'est difficile quand même quand une tierce personne vit ces choses-là. C'est pas forcément l'expérience de tous, hein, mais c'est difficile. Ce que vit l'homme aussi n'est pas, il faut que je conclue, ce que vit l'homme n'est pas évident non plus, on a eu pas mal de témoignages que je ne vous lirai pas.